J'étais l'oméga oublié, caché dans le chalet de l'homme qui m'avait brisé. Pendant 3 ans, le silence des Alpes avait été mon seul compagnon, un linceul blanc pour protéger mes secrets. Et puis, la porte a explosé. Elle a volé en éclats sous la force d'un coup de pied si puissant que les murs en bois ont tremblé, faisant tomber la neige accumulée sur le toit. Je me suis figé près de la cheminée, les mains couvertes de farine, mon cœur s'arrêtant net dans ma poitrine. Dans l'encadrement de la porte se tenait une silhouette qui hantait mes nuits. Damien de Rochefort, le roi Alpha de toute la région alpine. L'homme qui une nuit m'avait prise avec une passion dévorante avant de me jeter au matin comme une simple erreur. Mais ce n'était pas la fureur pure dans ses yeux d'argent liquide qui a glacé mon sang. C'était l'instant précis où son regard a quitté le mien pour se poser sur les 2 petites silhouettes qui jouaient près du feu. Léa et Léo, mes jumeaux, ses enfants, les héritiers dont il ignorait l'existence. Il y a 3 ans, j'étais Élise Dubois, l'herboriste de la meute du pin argenté, une oméga silencieuse, utile mais invisible. Lorsque le roi Alpha est venu inspecter notre territoire, nos chemins n'auraient jamais dû se croiser. Mais ils l'ont fait. Une nuit, sous l'influence de la pleine lune et d'une attirance primitive et irrépressible, nous nous sommes trouvés. Pour moi, c'était le destin. L'odeur de tempête et de pin qui émanait de lui appelait quelque chose de profond en moi. Pour lui, ce fut une distraction. Le lendemain matin, ses mots furent aussi froids que le sommet des montagnes. C'était une erreur. Oublie ça. Il est parti sans un regard en arrière, ignorant qu'il laissait derrière lui plus qu'une oméga au cœur brisé. Il laissait derrière lui son héritage. Enceinte et terrifiée, sachant que personne ne me croirait jamais, j'ai fui. Je me suis réfugié dans le seul endroit où je savais qu'il ne viendrait pas, son chalet de chasse privé et oublié, un sanctuaire qui est rapidement devenu ma prison dorée. Pendant 1095 jours, j'ai survécu. J'ai appris à chasser en silence, à reconnaître chaque plante, chaque murmure du vent. Ma vie était un cycle de peur constante et d'un amour maternel si féroce qu'il me brûlait de l'intérieur. Léa et Léo étaient mon univers. Leur rire remplissait le silence oppressant du chalet. Leurs petits doigts s'agrippant aux miens étaient mon seul réconfort. Ils avaient les cheveux noirs comme les miens, mais leurs yeux étaient d'un argent pur, une copie exacte de ceux de leur père. Chaque fois que je les regardais, je voyais le roi qui m'avait rejeté. C'était à la fois une bénédiction et une malédiction. Je leur apprenais les noms des arbres et des étoiles, tout en priant la déesse de la lune chaque nuit pour qu'ils ne nous trouvent jamais. Mais la déesse, semble-t-il, avait d'autres plans, bien plus cruels et bien plus grandioses. Et maintenant, il était là. Sa présence écrasante emplissait ma petite cabane, aspirant tout l'air, toute la chaleur. Il était plus grand, plus large d'épaules que dans mes souvenirs, une montagne d'hommes vêtus de cuir noir et de fourrure, portant l'odeur de la neige fraîche, du sang de ses ennemis et de ce parfum enivrant de pin et d'ozone qui m'était propre. C'était une odeur de puissance brute, une odeur de roi. Mon corps, ce traître, a réagi avant mon esprit. Une chaleur s'est répandue dans mes veines, un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Mon cœur, qui s'était arrêté, se mit à battre à un rythme effréné, non seulement de peur, mais aussi d'une reconnaissance instinctive, primale. C'était l'appel du compagnon, un lien que j'avais essayé d'ignorer et d'enterrer pendant 3 longues années, mais qui revenait à la surface avec la force d'une avalanche. Son regard a balayé la pièce, notant chaque détail de ma vie de recluse, avant de revenir se fixer sur les jumeaux, qui s'étaient tus et se cachaient maintenant derrière mes jambes. La fureur dans ses yeux s'est transformée en un choc glacial, puis en une incrédulité méfiante. Il a fait un pas en avant, et le plancher a gémi sous son poids. Sa voix, quand il a parlé, n'était pas un cri, mais un grondement bas, plus dangereux que n'importe quel hurlement. « À qui sont ces enfants » a-t-il demandé, ses yeux d'argent me transperçant, me jugeant déjà. Il ne demandait pas, il accusait. Dans son esprit, j'étais déjà coupable. Coupable d'avoir osé m'introduire sur ces terres. Coupable d'avoir un secret. Il ne pouvait même pas envisager la vérité. Pour lui, un roi alpha ne pouvait pas avoir de lien avec une simple oméga. C'était impossible, une abomination contre les lois de notre hiérarchie. « Qui est leur père » a-t-il insisté, sa mâchoire se crispant. « As-tu cru pouvoir te cacher ici ?» Élever les bâtards d'un autre sur mes terres. Chaque mot était une gifle, une nouvelle couche de rejet sur une blessure qui n'avait jamais cicatrisé. La douleur était si vive qu'elle m'a coupé le souffle. Il me rejetait une seconde fois, non plus comme une amante d'une nuit,
mais comme la mère de ses propres enfants. Il ne voyait pas la vérité qui brillait dans les yeux argentés de nos jumeaux. Il ne voyait qu'une intrigante, une menteuse. Et pourtant, malgré sa rage, quelque chose d'autre se passait. Une tension a crépité dans l'air, si épaisse que j'aurais pu la toucher. Ses narines se sont dilatées, captant mon odeur, l'odeur de sa propre lignée sur nos enfants. Son loup intérieur, la bête légendaire qu'on disait indomptable, se battait contre sa raison, reconnaissant ce que l'homme refusait de voir. Comment une oméga sans meute, une femme qu'il avait jugée indigne et jetée comme une erreur, et le roi alpha le plus craint et le plus impitoyable des Alpes, pouvaient-ils être destinés l'un à l'autre? Et pourquoi le destin ou la déesse de la lune avait-il attendu si longtemps pour nous réunir dans la douleur, la fureur et le chaos? Notre histoire n'aurait jamais dû commencer, et pourtant, à cet instant, dans le silence assourdissant de ce chalet perdu, elle venait de prendre un tournant que personne n'aurait pu prédire. Il pensait avoir trouvé une squatteuse. Il n'avait aucune idée qu'il venait de retrouver son destin, un destin qu'il avait tenté de fuir et qui le regardait maintenant avec les yeux de ses propres enfants. Avant que je vous raconte comment sa fureur glaciale s'est transformée en une protection si féroce qu'elle a fait trembler les montagnes, et comment le sang des renégats qui nous ont attaqués cette nuit-là a finalement scellé notre lien à jamais. N'oubliez pas de me dire de quelle meute vous m'écoutez dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne. J'adore savoir qui est de mon côté, qui comprend ma lutte, et croyez-moi sur parole, vous ne voudrez absolument pas manquer le moment où tout le monde, y compris lui, a découvert qui j'étais vraiment, et le pouvoir que je cachais depuis toutes ces années. Mon souffle s'est coincé dans ma gorge, un mélange de glace et de feu. Ces mots, les bâtards d'un autre, résonnaient contre les murs de mon cœur, le fissurant un peu plus. La femme en moi voulait s'effondrer, pleurer la cruauté d'un destin qui m'avait lié à un homme incapable de voir la vérité juste devant lui. Mais la mère, elle, s'est redressée. Une fureur froide et protectrice a parcouru mes veines, éteignant la douleur. J'ai serré plus fort les petites mains qui se cachèrent derrière mes jupes, mon corps formant un bouclier fragile mais inflexible. Ma louve, si longtemps silencieuse, a murmuré dans mon esprit, non pas avec soumission mais avec un grondement sourd. Notre progéniture, protégée. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus seulement une survivante. J'étais une gardienne, et le roi devant moi venait de menacer la seule chose qui comptait. J'ai levé le menton, rencontrant son regard d'argent en fusion sans ciller. Ma voix, quand elle est sortie, n'était pas un murmure brisé mais le son calme et tranchant d'une lame aiguisée sur la pierre. Ils ne sont les bâtards de personne, ai-je déclaré. Chaque syllabe pesée avec le poids de 3 années de solitude et de sacrifice. Ils portent le sang de l'alpha qui a jugé leur mère indigne de son nom, mais qui n'a pas pu s'empêcher de lui laisser son héritage. Je n'ai pas crié, je n'ai pas plaidé. Je lui ai simplement présenté la vérité comme un miroir, le forçant à regarder son propre reflet dans les yeux de nos enfants. Je l'ai vu vaciller, une fraction de seconde de confusion pure traversant son masque de fureur. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui résiste. Encore moins de la part d'une oméga qu'il avait déjà piétinée. Sa colère a fait place à une incrédulité furieuse. Il a fait un pas de plus, envahissant mon espace, et son odeur a déferlé sur moi comme une vague. Tempête, pain, et une puissance brute qui faisait vibrer l'air. Mon corps a trahi ma volonté, s'inclinant instinctivement vers lui, cherchant la chaleur de mon compagnon même alors que l'homme me menaçait. « Tu mens », a-t-il grondé, sa voix un tremblement de terre contenu. Il a levé une main non pas pour frapper mais peut-être pour m'écarter et prendre les enfants. Son loup se battait contre sa logique, la reconnaissance primale luttant contre des siècles de préjugés sur la hiérarchie. Il était sur le point de commettre une erreur irréparable, de briser ce qui restait de notre lien fragile, quand le monde extérieur a explosé dans la violence. Un hurlement sauvage, inhumain, a déchiré la tranquillité des Alpes, suivi immédiatement par le fracas du bois qui se brise. Le chalet a tremblé violemment. La fenêtre la plus proche de nous a volé en éclats, projetant des éclats de verre et un tourbillon de neige à l'intérieur. La menace n'était plus une confrontation entre nous deux. Elle était soudainement devenue physique, mortelle et à nos portes. Des silhouettes sombres et dégingandées se sont jetées à travers l'ouverture, leurs yeux brillant d'une lueur rouge de folie. Des renégats. Leur odeur était rance, une puanteur de sang caillé et de désespoir qui souillait l'air pur de ma maison. Ils n'étaient pas venus pour le roi par hasard. Ils l'avaient suivi. Et nous étions pris au piège avec lui. Une mère sans défense et 2 jeunes enfants face à une meute de tueurs affamés, rendus fous par leur solitude et leur soif de pouvoir. En un instant, Damien a changé. Le roi accusateur a disparu.
remplacé par le guerrier suprême. Le changement a été si rapide, si total que j'en ai eu le souffle coupé. Avant même que je puisse réagir, il s'est déplacé avec une vitesse surnaturelle, me poussant ainsi que les enfants, derrière son dos massif. Son corps est devenu un mur de muscles et de fureur entre nous et la mort. Il n'a pas dit un mot, n'a pas jeté un regard en arrière. C'était un mouvement purement instinctif, l'alpha protégeant ce qui lui appartenait, même s'il refusait encore de l'admettre. Un grondement a vibré dans sa poitrine, si profond et si puissant, qu'il a fait trembler le plancher. Ce n'était pas un son humain. C'était la promesse d'une annihilation totale, le rugissement du prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. La bataille qui a suivi était un cauchemar de violence et de grâce mortelle. Je me suis recroquevillé dans un coin, serrant mes enfants contre moi, leurs petits visages enfouis dans mon cou. Je ne pouvais que regarder, paralysé par la terreur et une fascination horrifiée. Damien n'était pas un homme qui se battait. Il était une force de la nature déchaînée. Ses mains, qui quelques instants plus tôt semblaient prêtes à me faire du mal, sont devenues des armes. Il se déplaçait dans un flou de cuir noir et de fureur, chaque mouvement calculé, chaque coup fatal. Le son des os qui se brisent et des corps qui tombent lourdement sur le sol est devenu la bande sonore de notre survie. Il protégeait sa lignée, son sang, même s'il ne l'avait pas encore pleinement accepté. Son loup, lui, savait. Alors que Damien achevait un renégat près de la porte, un autre, plus petit et plus rapide, a réussi à se faufiler sur le côté. Il a brandi une lame incurvée, noire et luisante d'une substance huileuse. Mon cœur s'est arrêté. Il ne visait pas Damien, mais nous. J'ai crié, me jetant devant mes enfants, mais j'étais trop lente. La lame s'est abattue. Damien a rugi de rage et a traversé la pièce en une fraction de seconde, mais le mal était fait. La lame n'avait fait qu'effleurer le bras de Léo, mais mon fils a poussé un cri de douleur aiguë. Une fine ligne rouge est apparue sur sa peau, et presque immédiatement, des veines noires ont commencé à se dessiner autour, se propageant comme des racines empoisonnées. Le renégat n'a pas eu le temps de savourer sa victoire. Damien l'a saisi par la gorge et a mis fin à son existence avec une brutalité choquante. Tout le reste a cessé d'exister. Les derniers renégats, sentant la défaite, ont fui dans la nuit, mais Damien ne les a pas poursuivis. Son attention était entièrement tournée vers nous. La fureur du guerrier a été balayée par une vague de panique glaciale quand il a vu les veines noires sur le bras de Léo. Il s'est précipité vers nous, tombant à genoux, une chose que je n'aurais jamais cru possible. Toute sa puissance, toute son autorité de roi était inutile face à ce poison insidieux. J'ai vu la peur dans ses yeux d'argent, une vulnérabilité si profonde qu'elle m'a transpercé. Il a regardé le visage blême de notre fils, puis il a levé les yeux vers moi. Il n'y avait plus d'accusation, plus de mépris, juste une question silencieuse et désespérée. Sauve-le. Une force nouvelle s'est emparée de moi, balayant la peur et la douleur de son rejet. Mon fils était en train de mourir. Rien d'autre ne comptait. J'ai repoussé doucement les mains de Damien, mon contact envoyant une décharge électrique à travers nous deux. Ne le touchez pas, ai-je ordonné, ma voix ne tremblant pas. C'est du venin de racines d'ombre. Il paralyse le cœur. J'ai examiné la blessure, mon esprit devenant un catalogue d'herbes, de potions et de remèdes anciens. Je n'étais plus Élise l'Oméga. Élise l'a rejeté. J'étais l'herboriste de la meute du pain argenté, la gardienne d'un savoir que beaucoup croyaient perdu. Et j'étais une mère sur le point de déchaîner le ciel et la terre pour sauver son enfant. Faites bouillir de l'eau. Maintenant, ai-je crié à Damien, et déchiré un morceau de tissu propre. Maintenez-le, parlez-lui, ne le laissez pas s'endormir. Le roi Alpha, l'homme qui commandait à des milliers de guerriers, n'a pas hésité. Il a obéi à mes ordres sans un mot, son visage un masque de tension et de confiance forcée. Pendant qu'il s'exécutait, je me suis précipité vers les poutres du chalet, où séchaient des dizaines de bouquets d'herbes. Mes mains volaient, saisissant la feuille de sauge royale pour la fièvre, la fleur de lune argentée pour contrer le poison, et l'écorce de tremble-fer pour purifier le sang. Chaque plante était une alliée. Chaque mouvement était une prière silencieuse à la déesse. Je suis revenu près du feu avec un bol en pierre, broyant les ingrédients avec une rapidité et une précision nées de l'urgence. L'arôme puissant et terreux des herbes a rempli la pièce, luttant contre l'odeur de la mort. Damien me regardait, fasciné. Je pouvais sentir son regard sur moi, non plus jugeant, mais observant avec une intensité nouvelle. Il ne voyait plus une Oméga faible et intrigante. Il voyait une femme dotée d'un pouvoir qu'il ne comprenait pas, une force tranquille mais indomptable.
Alors que je mélangeais la pâte, une petite marque en forme de croissant de lune sur le dos de ma main a semblé briller faiblement à la lumière du feu. Un secret que j'avais toujours caché. Une fois la cataplasme prête, je l'ai appliquée délicatement sur la blessure de Léo. La pâte a grésillé au contact de la peau empoisonnée, et mon fils a gémi. J'ai murmuré des mots apaisants, des anciennes berceuses de ma lignée, tout en canalisant ma propre énergie dans le remède. Lentement, miraculeusement, les veines noires ont commencé à pâlir. Elles ont reculé, se retirant de sa peau comme une marée descendante. La respiration de Léo est devenue moins laborieuse, et un peu de couleur est revenue sur ses joues. Le soulagement dans la pièce était si dense qu'il était presque solide. Damien a laissé échapper un souffle qu'il semblait retenir depuis une éternité, ses épaules massives s'affaissant sous le poids de la tension retombée. Le silence est revenu, lourd et transformé. Les corps des renégats gisaient sur le sol, témoins muets de la bataille. Léo dormait maintenant paisiblement dans mes bras, guéri. Damien n'avait pas bougé. Il était toujours à genoux sur le plancher, mais il ne regardait plus notre fils. Il me regardait, et dans ses yeux d'argent, je n'ai vu ni colère ni suspicion. J'ai vu du regret, de l'émerveillement, et quelque chose de bien plus profond, de bien plus terrifiant, la reconnaissance. Le lien de compagnon que son esprit avait si violemment nié venait de s'imposer à lui avec une force irréfutable. Il savait que j'étais sienne, il savait que ses enfants étaient les siens, et dans ce chalet isolé au milieu du sang et de la magie, notre véritable histoire venait enfin de commencer. Le silence qui s'abattit après la fureur fut plus assourdissant que la bataille elle-même. Le seul son était le crépitement du feu et la respiration sifflante de Léo, endormi contre ma poitrine. Damien était toujours à genoux, une statue de puissance brisée par le soulagement. Son regard d'argent ne me quittait pas, et j'y vis un univers de sentiments s'entrechoquer. Le regret, l'émerveillement, la fureur contre lui-même. L'air entre nous a changé. La tension accusatrice s'était évaporée, remplacée par une autre plus lourde, plus primale. Son odeur, autrefois agressive, s'était adoucie, se muant en un parfum enivrant de pain, de neige et d'une possessivité si brute qu'elle semblait s'enrouler autour de moi, me marquant comme sienne. Mon loup intérieur, si longtemps affamé, a reconnu cette odeur et a gémi de désir. Lentement, comme s'il craignait de nous effrayer, il se releva. Il n'a pas prononcé les mots que j'attendais. Pas d'excuses, pas d'explication. Son orgueil de roi était une forteresse, même face à l'évidence de notre lien. Au lieu de cela, il a agi. D'un pas lourd, il se dirigea vers la fenêtre brisée, son corps massif barrant l'ouverture béante comme un rempart de chair et de volonté. Il scrutait la nuit, ses yeux balayant la forêt enneigée, à la recherche de la moindre menace persistante. Il n'était plus l'homme qui m'avait accusé. Il était l'alpha suprême, le protecteur de son territoire, et pour la première fois, ce territoire m'incluait. Il protégeait sa famille, même s'il ne savait pas encore comment nous parler. Cet acte silencieux était plus puissant que n'importe quel discours. Je serrais mes enfants contre moi, un point d'ancrage dans la tempête de mes émotions. Mon cœur était un champ de bataille. Une partie de moi, la femme blessée, voulait lui hurler dessus, lui jeter à la figure 3 années de peur et de solitude. Mais une autre partie, plus profonde, plus instinctive, répondait à sa présence. C'était une force magnétique, un appel de l'âme qui me disait que ma place était à ses côtés, sous sa protection. Ma louve, réveillée et vibrante, ne voulait qu'une chose, se blottir contre la chaleur de son compagnon, sentir la sécurité de sa force et enfin cesser de fuir. C'était une torture, être attiré par l'homme qui m'avait causé tant de souffrance. Je le détestais, et pourtant, mon corps tout entier le réclamait. Un vent glacial s'engouffra par la porte brisée et la fenêtre fracassée, faisant danser les flammes de la cheminée et apportant avec lui les premiers flocons d'un blizzard naissant. Léa frissonna dans son sommeil, se nichant plus profondément contre moi. La réalité nous a frappés avec la morsure du froid. Nous ne pouvions pas rester ainsi. Le chalet, mon sanctuaire, était devenu une passoire glaciale. La menace des renégats était passée, mais celle de la montagne était tout aussi mortelle. Nous étions piégés, non seulement par les murs de ce chalet, mais aussi par les circonstances qui nous forçaient à une proximité que mon cœur n'était pas prêt à accepter. Il fallait survivre à la nuit, et pour cela il fallait que nous nous fassions confiance. Damien se retourna, ses yeux d'argent rencontrant les miens par-dessus la pièce dévastée. Sa voix, quand il parla, était rauque, un grondement bas qui vibrait dans ma poitrine.
Le blizzard se lève. Nous devons barricader les ouvertures, sinon les enfants ne passeront pas la nuit. Il n'y avait aucun ordre dans son ton, mais une constatation sombre et urgente. Il ne me voyait plus comme une intruse, mais comme une partenaire dans cette lutte pour la survie. Son regard s'est attardé sur les visages endormis de Léa et Léo, et une lueur de douleur pure a traversé son masque de stoïcisme. Il voyait ce qu'il avait failli perdre, ce qu'il n'avait même jamais su qu'il possédait. Et cette prise de conscience semblait le briser de l'intérieur. Nous avons travaillé dans un silence tendu, un balai étrange et improvisé. Il déplaçait les meubles lourds, la table, l'armoire, pour bloquer la porte avec une force qui semblait sans effort. Je rassemblais toutes les couvertures, les peaux de bête, pour calfeutrer la fenêtre. Nos chemins se sont croisés au centre de la petite pièce. Son bras a frôlé le mien. Une décharge électrique a parcouru mon corps, si intense que j'ai eu le souffle coupé. La chaleur de sa peau à travers ses vêtements était comme une brûlure. L'air s'est épaissi, chargé de son odeur, une fragrance enivrante qui parlait de domination, de désir et d'une revendication silencieuse. C'était comme si chaque particule d'air vibrait de notre conscience mutuelle, de ce lien qui refusait d'être ignoré plus longtemps. Une fois le chalet sécurisé autant que possible, un nouveau problème, plus intime, s'est posé. Il n'y avait qu'un seul endroit véritablement chaud et sûr, le grand lit de fourrure que j'avais aménagé près de l'âtre. C'était mon nid, celui où je dormais chaque nuit avec mes jumeaux blottis contre moi. Ils y étaient déjà, deux petites formes paisibles, sous une épaisse couverture de laine. Damien se tenait de l'autre côté de la pièce, son immense silhouette projetant une ombre dansante sur les murs. Le feu crépitait, seul son dans le silence pesant. La question flottait entre nous, aussi visible que la buée de notre souffle. Où allions-nous dormir? L'idée de partager cet espace avec lui était à la fois terrifiante et d'une justesse insoutenable. Avant que je puisse formuler une pensée, il s'est occupé d'une tâche plus sinistre. Sans un mot, il a ouvert la porte barricadée juste assez pour se glisser dehors et a commencé à traîner les corps des renégats dans le blizzard hurlant. Il les a sortis de ma maison purgeant l'espace de la mort qu'ils y avaient apporté. Quand il est revenu, couvert de neige et de sang qui n'était pas le sien, il avait l'air d'un dieu de la guerre revenu d'un champ de bataille. Il a refermé la porte, et son regard s'est posé sur notre petit nid de chaleur. Pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son armure. Le roi Alpha, le souverain craint de tous, semblait vulnérable. Un étranger regardant avec une envie douloureuse la famille qu'il avait rejetée et presque perdue. Mon cœur a fait une embardée. La mère en moi, la guérisseuse, et pire encore la compagne, a vu sa solitude et sa douleur. C'était une impulsion, un geste qui a outrepassé ma colère et ma méfiance. J'ai déplacé légèrement mon corps, créant un espace sur les fourrures à côté de moi. Puis, j'ai tapoté doucement la place vide. Ce n'était pas un pardon, c'était une trêve, une nécessité dictée par la tempête et par un instinct plus ancien que la rancune. Ma voix était à peine un murmure, emporté par le sifflement du vent. Vous allez mourir de froid. C'était une simple déclaration de fait, mais elle contenait le poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Une invitation à partager la chaleur, à partager un espace, ne serait-ce que pour une nuit. Il a hésité une fraction de seconde, puis il a traversé la pièce et s'est allongé sur les fourrures. Il était si grand qu'il semblait occuper tout l'espace. Il s'est couché sur le côté, nous tournant le dos, un mur de muscles tendu entre nous et le reste du monde. Il a pris soin de ne pas me toucher, mais la chaleur qui émanait de son corps était un brasier. Je pouvais la sentir sur ma peau, à travers les couches de vêtements et de couvertures. C'était une chaleur vivante, protectrice qui appelait mon corps à se rapprocher. Une langueur délicieuse et interdite s'est répandue dans mes membres, et une chaleur liquide s'est accumulée au creux de mon ventre. Une réponse purement physique à la proximité de mon compagnon. Le silence s'est installé à nouveau, mais il était différent. Il n'était plus vide, mais rempli de la conscience de nos corps si proches. Ma louve, pour la première fois en 3 ans, s'est sentie en sécurité. Elle s'est enroulée en boule dans mon esprit, ronronnant de contentement. Elle était enfin près de son autre moitié. Je pouvais presque sentir le loup de Damien, une bête puissante et agitée, luttant contre son instinct de se retourner, de m'enrouler dans ses bras, de nous couvrir, moi et les enfants, de son corps et de son odeur. C'était une bataille silencieuse entre l'homme qui avait besoin de garder ses distances et le loup qui voulait réclamer ce qui lui appartenait. La tension était si palpable qu'elle en était presque douloureuse. Dans l'obscurité, seul le feu éclairant ses cheveux sombres, sa voix a brisé le silence. C'était un murmure si bas que j'ai failli croire que je l'avais rêvé.
Comment s'appelle-t-il? La question était simple, mais elle a fait s'effondrer un autre de mes murs. Il ne les appelait plus ses enfants. Il leur donnait une identité. Il voulait savoir. Ma gorge s'est serrée. Léa et Léo, ai-je chuchoté en retour. Il a répété leurs noms, lentement, comme s'il les goûtait, les gravant dans sa mémoire. Léa, Léo, ce n'était pas une simple répétition. C'était une reconnaissance, une promesse silencieuse. C'était le premier pas sur un pont fragile qu'il venait de construire au-dessus du gouffre qui nous séparait. Alors que la nuit s'approfondissait, Léa a gémi dans son sommeil, son petit corps se tordant, probablement en proie à un cauchemar de l'attaque. Instinctivement, j'ai posé ma main sur son front pour la calmer. À mon contact, une douce lueur argentée a émané de la marque en forme de croissant de lune sur le dos de ma main. Une lumière que j'avais toujours cachée. La lueur a enveloppé ma fille d'un halo apaisant, et elle s'est immédiatement calmée, sa respiration redevenant régulière. Je pensais que Damien dormait, ou du moins qu'il ne faisait pas attention. Mais quand j'ai retiré ma main, j'ai senti son regard fixé sur moi dans la pénombre. Il n'a rien dit, mais j'ai senti son choc et son émerveillement. Il venait d'entrevoir un autre de mes secrets, une autre facette du pouvoir qui avait sauvé notre fils. Blotti dans la chaleur de son corps, écoutant le souffle régulier de mes enfants et le battement puissant de son cœur que je pouvais sentir à travers les fourrures, une vérité s'est imposée à moi. Le roi Alpha Damien de Rochefort, l'homme arrogant qui m'avait brisé avec ses mots, n'était qu'une facette de l'être qui était allongé à côté de moi. L'autre facette était le loup, la bête primale qui avait massacré nos ennemis sans hésitation, l'alpha qui s'était instinctivement placé entre sa famille et la mort. Le roi avait été aveugle, prisonnier des lois et des hiérarchies. Mais le loup, lui, avait toujours su. Et en cet instant, dans le silence de notre refuge précaire, ce n'était pas le roi que je sentais, c'était mon compagnon, mon loup. Et pour la première fois, au lieu de la peur, j'ai ressenti le début d'une connexion terrifiante et inévitable avec la bête sauvage qui sommeillait en lui. L'aube qui a suivi la tempête était d'une beauté cruelle. Une lumière rose et or filtrait à travers les planches que nous avions clouées sur la fenêtre, peignant des traînées de poussière dansantes dans l'air. Dehors, le monde était silencieux, enseveli sous une nouvelle couche de neige immaculée qui cachait les traces de la bataille et le sang versé. Blotti contre la chaleur du dos de Damien, avec mes enfants respirant paisiblement entre nous, j'ai connu un instant de paix si parfait qu'il en était douloureux. C'était un aperçu d'un monde qui n'aurait jamais dû exister, un tableau de famille né du chaos et de la violence. Dans ce nid de fourrure, nous n'étions ni roi ni oméga, juste deux âmes liées par un destin implacable et les deux vies que nous avions créées. Pour la première fois depuis 3 ans, je me suis senti en sécurité. C'était un mensonge, bien sûr, mais un mensonge si doux que j'ai prié pour qu'il dure éternellement. Mais l'éternité n'a duré que jusqu'à ce que le soleil soit assez haut pour traverser les nuages. Damien s'est redressé, le mouvement faisant craquer les planches du sol, et le fragile sortilège a été rompu. Il était de nouveau le roi, son visage un masque de responsabilité et de détermination. « Nous ne pouvons pas rester ici », a-t-il déclaré, sa voix grave résonnant dans le silence. « La citadelle est à une demi-journée de marche. Mes guerriers nous attendent au pied de la montagne. » La citadelle. Le nom seul a fait se recroqueviller quelque chose en moi. Le chalet avait été ma prison, mais c'était une prison que je connaissais, un sanctuaire dont j'avais appris à maîtriser les limites. Le monde extérieur, son monde, était un territoire inconnu rempli de lois, de hiérarchies et de gens qui ne verraient en moi qu'une oméga qui avait outrepassé sa place. La peur, mon ancienne compagne, est revenue s'enrouler autour de mon cœur comme un serpent de glace. Le voyage a été un calvaire silencieux. Damien portait Léo, enveloppé dans des fourrures, tandis que je tenais fermement la main de Léa, dont les grands yeux argentés observaient tout avec une curiosité craintive. Ces gardes d'élite nous ont rejoints à la lisière de la forêt, des loups guerriers massifs dont les regards glissaient sur moi avec un mélange de confusion et de mépris à peine voilé. Ils ne disaient rien, mais leurs pensées étaient aussi claires que l'air glacial de la montagne. Qui était cette femme sauvage, sortie de nulle part? Pourquoi leur roi la protégeait-il avec une telle férocité? Je me sentais comme un animal pris au piège, une créature des bois traînée hors de sa tanière et exposée à la lumière crue de la civilisation. Chaque pas qui nous rapprochait de sa forteresse était un pas qui m'éloignait de la seule vie que je connaissais, de la seule identité que j'avais réussi à me forger. L'arrivée à la citadelle a été pire que tout ce que j'avais pu imaginer.
Ce n'était pas une demeure, mais une forteresse de pierres grises et de fer noir, taillée dans le flanc de la montagne, conçue pour intimider et dominer. Ses tours acérées semblaient percer le ciel, et ses murs épais dégageaient une aura de pouvoir ancien et impitoyable. Dès que nous avons franchi les portes massives, un murmure a parcouru la cour bondée. Des centaines de pères d'yeux se sont posés sur nous, scrutant mes vêtements usés, mes cheveux en désordre, et les visages de mes enfants. Le silence est tombé, un silence lourd de jugement, de choc et de questions hostiles. J'ai instinctivement serré Léa plus près de moi, mon corps formant un bouclier contre le poids de leur regard collectif. La chaleur de mon chalet me manquait avec une intensité qui me brûlait la gorge. Les mots ont commencé à fuser, des chuchotements venimeux qui rampaient sur ma peau comme des insectes. Une oméga. Regardez ses vêtements, elle est sauvage. Les enfants, ils ont les yeux du roi. Des bâtards. Quelle est cette intrigante qui a osé souiller notre alpha? Chaque mot était un coup de poignard me rappelant ma place, me rappelant que dans ce monde, je n'étais rien. J'étais une anomalie, une erreur dans leur système parfaitement ordonné. La femme qui avait sauvé l'héritier du roi avec ses connaissances n'existait pas ici. Seule existait l'oméga sans meute, la paria, la traînée qui avait réussi à piéger leur souverain. J'ai baissé la tête, la honte me brûlant les joues, souhaitant pouvoir disparaître dans le sol. Soudain, un grondement a vibré dans l'air, si bas et si chargé de menaces que le silence est revenu instantanément, total et absolu. C'était Damien. Il n'a pas crié, il n'a pas levé la voix. Il a simplement laissé échapper le son primaire de l'alpha suprême défié sur son propre territoire, une promesse de mort pour quiconque oserait continuer. Puis j'ai senti sa main se poser dans le creux de mon dos, sa chaleur s'infiltrant à travers mon manteau usé. C'était un geste de pure possession, une déclaration silencieuse et sans équivoque à toute sa meute. Elle est à moi. Osez la toucher, osez la juger, et vous m'affronterez. Le geste m'a fait frissonner, un mélange de peur et d'un sentiment de protection enivrant. Il m'a peut-être défendu, mais il venait aussi de peindre une cible énorme et brillante sur mon dos. C'est à ce moment-là qu'elle est apparue, fendant la foule comme un cygne, glissant sur des eaux troubles. Viviane de Courcy, la fiancée du roi. Elle était tout ce que je n'étais pas, grande, blonde, vêtue de velours bleu nuit, qui mettait en valeur sa silhouette parfaite. Son visage était d'une beauté aristocratique et glaciale, et ses yeux, de la couleur du ciel d'hiver, se sont posés sur moi avec un dédain calculé. Puis son regard a glissé vers les enfants, et une lueur de haine pure a brillé une fraction de seconde avant d'être masquée par un sourire poli. « Damien, mon amour », a-t-elle roucoulé, sa voix douce comme du miel empoisonné. « Tu es enfin de retour, et tu nous as ramenés, une créature des bois et sa portée, comme c'est charitable de ta part. » Son attaque était subtile, mais mortelle. Elle ne m'a pas insulté directement. Elle m'a rabaissé, me transformant en un projet de charité, une bête sauvage que le roi avait eu pitié de sauver. Dans les jours qui ont suivi, elle a continué son travail de sape avec une habileté diabolique. Elle a répandu des rumeurs, des insinuations soigneusement distillées dans les oreilles des membres du conseil et des matriarches de la meute. Comment une simple oméga avait-elle pu survivre seule pendant 3 ans dans les montagnes? C'était suspect. N'était-il pas étrange que les renégats l'aient attaqué juste au moment où le roi arrivait? Peut-être était-elle leur complice, une espionne qui l'avait attirée dans un piège. Elle a transformé ma résilience en trahison, ma force en sorcellerie. Je me sentais piégé dans une toile d'araignée tissée de mensonges. La citadelle, avec ses couloirs de pierre froide et ses regards hostiles, est devenue une prison bien plus suffocante que mon chalet. Chaque repas que je prenais était un supplice. Chaque conversation que je surprenais était une nouvelle accusation. J'ai commencé à voir la vérité dans leurs paroles tordues. Ma présence mettait Damien en danger. Elle créait une division dans sa meute, une faille que ses ennemis pouvaient exploiter. L'homme qui me protégeait avec une possessivité féroce en public devait ensuite passer des heures à apaiser son conseil, à démentir les rumeurs. J'étais son fardeau, sa faiblesse, la pensée qu'il finirait par le réaliser, qu'il finirait par me voir comme l'erreur qu'il avait autrefois proclamée, me rongeait de l'intérieur. Un soir, alors que je regardais mes enfants dormir dans les appartements luxueux mais sans âme qu'ils nous avaient assignés, il est entré sans frapper. Il avait l'air épuisé, les épaules affaissées sous le poids de son royaume. Sans un mot, il est venu s'asseoir à côté de moi sur le bord du lit. Il a pris ma main, ses doigts s'enroulant autour des miens. Son contact était un baume sur mes nerfs, à vif,
Ne les écoute pas, Élise, a-t-il murmuré, sa voix rauque de fatigue. Tu n'es pas une faiblesse. Tu es la seule chose qui ait un sens dans tout ce chaos. Il a porté ma main à ses lèvres, déposant un baiser sur la marque en forme de croissant de lune. Ce pouvoir, il n'est pas une malédiction. C'est un don. C'est notre espoir. Ce moment de tendresse volée était une goutte d'eau dans un désert, me donnant juste assez de force pour affronter le lendemain. Mais il ne pouvait pas arrêter la marée qui montait contre nous. Pendant ce temps, Viviane n'était pas restée inactive. Elle avait trouvé un allié puissant en la personne de l'ancien Marcus, le chef du conseil, un traditionnaliste pur et dur qui voyait en moi une menace à l'ordre établi et à la pureté des lignées alpha. Ensemble, ils ont fouillé dans les anciens codes de loi de la meute, cherchant une arme légale pour m'éliminer. Et ils l'ont trouvée. Une clause obscure, rarement utilisée, qui permettait au conseil de demander un jugement d'acceptation pour toute compagne non reconnue d'un alpha, surtout si sa lignée ou sa loyauté était remise en question. C'était le piège parfait. Une procédure officielle, drapée dans la tradition, qui leur permettrait de me juger et de me condamner publiquement sans que Damian puisse s'y opposer directement. La bombe a été lâchée lors de la réunion du conseil le lendemain. J'y avais été convoqué, soi-disant pour être officiellement présenté. Je me tenais à côté du trône de Damian, me sentant petite et exposée sous les regards des 12 alphas les plus puissants du territoire. C'est Viviane qui a pris la parole, son visage un masque de fausse inquiétude. Pour le bien de la stabilité de la meute, et pour protéger la lignée sacrée de notre roi, nous demandons formellement un jugement d'acceptation pour l'Oméga Élise Dubois et ses enfants, a-t-elle déclaré, sa voix résonnant dans la salle du trône. L'ancien Marcus a immédiatement appuyé sa demande, accusant ma présence de semer le trouble et la suspicion. Ils m'ont accusé d'intrusion, de lignée douteuse, et ont même qualifié mes pouvoirs de guérison de magie noire, une perversion des dons de la déesse. La fureur de Damian a été terrible à voir. Il s'est levé d'un bond, son aura de puissance alpha déferlant dans la pièce, faisant trembler les tapisseries sur les murs. Ses yeux sont devenus 2 éclats d'argent en fusion, et un grondement a fait vibrer sa poitrine. « Vous osez » a-t-il rugi, chaque mot étant une promesse de violence. « Vous osez remettre en question la mère de mon héritier, ma compagne ?» Mais Marcus n'a pas scié. « Ce n'est pas une remise en question, mon roi. C'est la loi, » a-t-il répondu froidement. « La loi que vos ancêtres ont écrite et que vous avez juré de faire respecter. Refusez et vous vous placerez au-dessus d'elle. Vous deviendrez un tyran. Je l'ai vu, l'horrible vérité dans leurs yeux. Ils l'avaient piégé. J'étais le couteau qu'il tournait dans sa gorge, le forçant à choisir entre moi et son devoir, entre son cœur et sa couronne. Le verdict est tombé, inévitable et glacial. Le jugement aurait lieu dans 3 jours, lors de la pleine lune. Ce ne serait pas un procès équitable, mais un spectacle. Une humiliation publique conçue pour me briser et forcer Damian à m'abandonner. Je me tenais là, pétrifié, le son du marteau de l'ancien frappant la table de pierre se répercutant dans mon âme comme un glas. J'avais survécu au renégat, au blizzard, à la solitude, mais je ne savais pas si je pouvais survivre à la cruauté civilisée des loups. Le bref espoir que j'avais ressenti à l'aube, dans la chaleur de ses bras, s'était transformé en cendres. J'étais passé de l'ombre à la lumière, pour être jeté dans l'arène, où tous ceux que j'avais autrefois craints auraient le droit de me dévorer. Le jour du jugement est arrivé comme une sentence de mort. Je me tenais au centre de la grande salle, une arène de pierre polie sous un plafond voûté qui semblait absorber toute la lumière et tout l'espoir. Des centaines de loups formaient un cercle autour de moi, leur visage un mélange de curiosité morbide et de mépris à peine dissimulé. Ils n'étaient pas venus pour un procès, mais pour un spectacle. L'Oméga sauvage allait être mis à sa place. Sur le trône de pierre noire, Damian était une statue de fureur contenue, ses jointures blanches à force de serrer les accoudoirs. Il était piégé par ses propres lois, forcé d'assister à ma destruction. À ses côtés, Viviane savourait son triomphe, son sourire un trait fin et cruel sur son visage parfait. Elle était la prédatrice, et j'étais la proie acculée, seule au milieu de la meute. L'ancien Marcus s'est avancé, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Il a énuméré mes crimes avec une satisfaction évidente. Intrusion sur des terres sacrées, lignée inconnue et potentiellement corrompue, et l'accusation la plus grave, la sorcellerie. Cet Oméga a utilisé des arts sombres pour ensorceler notre roi et mettre au monde une progéniture douteuse, a-t-il proclamé, sa voix montant en puissance. Sa présence est un poison qui divise notre meute. La loi est claire, elle doit être purgée.
Un murmure d'approbation a parcouru la foule. Ils étaient prêts, avides de voir le sang couler. Je sentais leurs regards comme des coups physiques, me dépouillant de ma dignité, me réduisant à une chose à éliminer. J'ai cherché le regard de Damien, mais ses yeux d'argent étaient fixés sur Marcus, brûlant d'une haine si intense qu'elle était presque palpable. Viviane s'est levée, s'adressant à la foule avec une fausse solennité, pour prouver sa pureté, qu'elle subisse l'épreuve de la lune de sang, qu'elle se transforme devant nous tous. Si la déesse la juge digne, son loup sera pur. Si elle est corrompue, la transformation la déchirera de l'intérieur. C'est la seule justice possible. C'était un coup de génie diabolique. Une oméga comme moi, dont le loup était récessif et non entraîné, ne survivrait jamais à une transformation forcée sous une telle pression. C'était une condamnation à mort déguisée en rituel sacré. La foule a rugi son approbation. Ils voulaient en voir la douleur. Ils voulaient en voir la punition. Le piège s'était refermé. Il n'y avait aucune issue. Je pouvais sentir le froid de la pierre remonter le long de mes jambes, me glaçant jusqu'à la moelle. Les gardes ont commencé à s'avancer, leurs armures cliquetant sinistrement. 2 d'entre eux, des brutes aux visages impassibles, m'ont saisi par les bras, leurs doigts s'enfonçant dans ma chair. Une douleur vive a parcouru mon corps, mais c'est la panique qui m'a submergé. Ils allaient me forcer, me briser devant tout le monde. Mes enfants, que j'avais été forcé de laisser dans mes appartements, allèrent devenir orphelins. Un cri silencieux s'est étranglé dans ma gorge. C'est alors que la fureur de Damien a finalement explosé. Assez! Son rugissement n'était pas humain. C'était le tonnerre, une onde de choc de pure puissance alpha qui a fait reculer les gardes et a fait taire la foule instantanément. Il s'est levé de son trône, descendant les marches lentement, chaque pas une promesse de mort. Mais avant qu'il n'atteigne le centre de la salle, quelque chose d'autre s'est produit. L'un des gardes, en me saisissant, avait déchiré la manche de ma simple robe. Dans la lutte, ma main s'était levée pour me protéger, et sous la lumière des torches, la marque que j'avais toujours cachée a semblé prendre vie. Le petit croissant de lune sur le dos de ma main a commencé à briller, non pas d'une lueur agressive, mais d'une douce lumière argentée, pure et apaisante, comme la lueur de la lune elle-même. La lumière s'est intensifiée, projetant un halo autour de moi, repoussant les ombres. Le silence qui a suivi le rugissement de Damien est devenu un silence de stupéfaction totale. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Tous les yeux étaient fixés sur cette lumière miraculeuse. Par la déesse, c'est impossible. Le murmure est venu du fond de la foule. Un vieil homme, l'ancien Elara, le gardien des traditions, et l'un des rares à ne pas avoir crié à ma mort, s'est frayé un chemin en avant, ses yeux écarquillés par l'incrédulité et le respect. Il s'est arrêté à quelques pas, le regard fixé sur ma main. Sa voix tremblait d'émotion quand il a parlé à toute l'assemblée. La marque de la guérisseuse de la lune, c'est le symbole de la lignée des lunes blanches, les omégas bénis par la déesse elle-même, capable de guérir ce qu'aucun alpha ne peut soigner. Nous les pensions disparus depuis des siècles, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est un don sacré. La révélation a frappé la salle comme un éclair. Les murmures ont repris, mais cette fois, ils étaient remplis d'émerveillement, de confusion et de honte. Les visages qui me regardaient avec mépris, il y a quelques instants, étaient maintenant empreints d'une crainte respectueuse. Ils n'avaient pas jugé une simple oméga, ils avaient condamné un miracle vivant, une envoyée de leur propre déesse. J'ai regardé Viviane et Marcus. Leurs visages étaient empassés de la suffisance triomphante à une horreur blafarde. Ils n'avaient pas seulement commis une erreur politique, ils avaient commis un blasphème. Leur plan, si brillamment conçu, venait de se retourner contre eux de la manière la plus spectaculaire et la plus divine qui soit. Ils étaient finis. Damien s'est arrêté devant moi. La fureur de ses yeux s'était transformée en quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant. Une vénération absolue. Il a regardé la lumière argentée qui émanait de ma main, puis il a levé les yeux vers mon visage. Il a vu la vérité, non seulement de ma lignée, mais de notre lien, sanctifié par la déesse elle-même. Il a ignoré complètement Viviane et Marcus, comme s'ils n'existaient plus. Il n'y avait que moi. Puis, devant sa meute, devant son conseil, devant ses ennemis vaincus, le roi Alpha Damien de Rochefort, le souverain le plus craint et le plus puissant des Alpes, a fait l'impensable. Il a mis un genou à terre. Un hoquet collectif a parcouru la foule, un son de pure incrédulité. Les alphas baissèrent la tête, les omégas pleuraient silencieusement. Un roi alpha ne s'agenouillait pour personne, jamais.
C'était la loi de la nature, le fondement de leur monde. Et pourtant il était là, un genou sur la pierre froide, sa tête inclinée dans un geste de soumission totale. Il n'était plus le roi s'adressant à une sujette. Il était un loup s'adressant à son âme sœur, à son égal, à sa divinité. Il a pris ma main, celle qui brillait encore, et l'a portée à son front. Le contact de sa peau a envoyé une vague de chaleur et de pouvoir à travers moi, scellant notre lien d'une manière que plus personne ne pourrait jamais contester. Sa voix, quand il a parlé, n'était pas pour la foule, mais pour moi seul, bien que chaque mot ait résonné dans le silence de la salle comme un serment éternel. Il y a 3 ans, j'étais un fou aveugle, a-t-il dit, sa voix brisée par une émotion si profonde qu'elle m'a fait trembler. J'ai rejeté le plus grand don que la déesse m'ait jamais fait. Tu as sauvé mon fils. Tu m'as sauvé de ma propre arrogance. Je ne t'ordonne pas, Élise. Je te supplie. Il a levé la tête, et ses yeux d'argent, brillants de larmes non versées, se sont plongés dans les miens. Sois ma partenaire, mon égale, ma Luna. Mon cœur a semblé s'arrêter, puis redémarrer avec une force nouvelle et puissante. Toutes les années de douleur, de solitude et de peur se sont évaporées dans la chaleur de son regard, dans la sincérité de sa soumission. J'ai regardé cet homme puissant, ce roi, agenouillé à mes pieds, m'offrant non seulement sa protection, mais son âme. J'ai regardé la foule qui attendait ma réponse, leur souffle suspendu. J'ai pensé à mes enfants, à notre avenir. La femme blessée en moi voulait encore se méfier, mais la louve, la mère, la Luna, savaient. C'était notre destin. Lentement, j'ai posé mon autre main sur sa joue. Je le serai, ai-je murmuré, ma voix ferme malgré les larmes qui perlaient à mes yeux. Un rugissement assourdissant a éclaté dans la salle. Ce n'était pas un rugissement de guerre, mais de joie pure et sauvage. La meute tout entière a explosé en acclamations, leur voix s'élevant pour saluer leur nouvelle Luna. Ils ne s'inclinaient pas devant l'Oméga qu'ils avaient voulu condamner, mais devant la femme qui avait fait s'agenouiller leur roi, la guérisseuse bénie par la déesse. Damien s'est relevé, un sourire éclatant transformant son visage habituellement sévère. Il a pris mon visage entre ses mains et m'a embrassé, un baiser passionné et possessif qui a scellé sa promesse devant tous, marquant mon âme comme la sienne pour l'éternité. Alors que la foule célébrait, son regard s'est durci en se posant sur Viviane et Marcus, qui tremblaient maintenant de terreur. Quant à vous, a-t-il grondé, sa voix redevenant celle du roi impitoyable, pour avoir menacé ma compagne, pour avoir comploté contre la lignée de cette meute, et pour avoir commis un blasphème contre un don de la déesse, je vous bannis. Vous serez dépouillé de votre rang et chassé de ces terres. Si vous y remettez les pieds, ce sera pour y mourir. Sans un autre regard, il s'est tourné vers moi, m'offrant son bras. Viens, ma Luna. Notre peuple attend sa reine. En marchant à ses côtés, la tête haute, traversant la foule qui s'écartait et s'inclinait sur notre passage, j'ai compris. Le pouvoir n'était pas seulement une question de force brute ou de lignée, c'était une question de vérité, de résilience et du courage d'embrasser ce que le destin vous offrait. J'étais entré dans cette salle comme une Oméga condamnée, une victime attendant son exécution. J'en sortais comme une reine, non pas par la naissance ou par la conquête, mais par la reconnaissance de qui j'avais toujours été. La justice n'avait pas seulement été rendue, elle avait été redéfinie, et notre règne ne faisait que commencer. Le rugissement de la meute s'estompait lentement, remplacé par un silence chargé d'attente. Tous les regards étaient tournés vers Damien, mais le sien était fixé sur les 2 silhouettes tremblantes de Viviane et Marcus. La chaleur de sa main dans la mienne était un point d'ancrage, une promesse. Quand il a parlé, sa voix n'était plus celle de l'homme, mais celle du roi, un son froid et tranchant comme la glace des sommets. Viviane de Courcy, Marcus de la Roche-Grise, vous avez tenté de pervertir la justice et de souiller l'honneur de cette meute. Pour votre trahison, la mort serait une clémence que vous ne méritez pas. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Vous serez dépouillés de vos noms, de vos terres et de vos titres. Vous serez marqués comme des traîtres, et la connexion à votre loup vous sera arrachée par nos anciens. Vous quitterez ces terres non pas comme des loups, mais comme des humains nus et impuissants, chassés dans le froid. Votre punition ne sera pas une fin rapide, mais une longue vie de néant, hantée par le souvenir du pouvoir que vous avez perdu. La sentence a eu l'effet d'une pierre jetée dans un lac gelé. Viviane a poussé un cri étranglé, un son hideux de déni et d'horreur pure, avant de s'effondrer, son assurance aristocratique se brisant en 1000 morceaux. Marcus, lui, est tombé à genoux, le visage vidé de tout son sang,
murmurant des supplications que personne n'écoutait. Les gardes les ont saisis sans ménagement et les ont traînés hors de la salle, leurs protestations se perdant dans les couloirs de pierre. Immédiatement, un changement a parcouru la foule. Les alphas et les bêtas qui, quelques heures plus tôt, m'avaient regardé avec mépris, baissaient maintenant les yeux, leur visage empreint d'une peur respectueuse. Alors que Damian me guidait vers le trône, un guerrier particulièrement arrogant, qui m'avait bousculé la veille, s'est prosterné si bas que son front a touché le sol. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement le poids écrasant de ma nouvelle réalité. Leur peur n'était pas un trophée, c'était un fardeau, un rappel constant que chaque parole, chaque geste, serait désormais observé et disséqué. Le soir même, dans la salle du conseil, la première loi de notre règne commun a été proclamée. Debout à côté de Damien, non pas derrière lui mais à son niveau, j'ai pris la parole, ma voix résonnant avec une assurance que je ne me connaissais pas. Pendant trop longtemps, la force de nos meutes a été mesurée uniquement par la puissance de nos griffes et de nos crocs, ignorant la sagesse et les dons de ceux que l'on jugeait faibles. Cela s'arrête aujourd'hui. Damien a poursuivi, sa voix grave scellant mes paroles dans la loi. À compter de ce jour, le rang d'Oméga ne sera plus un stigmate de soumission, mais un titre d'honneur. Un conseil des Omégas sera formé, présidé par votre Luna, Élise. Leurs connaissances en matière de guérison, de stratégie et de tradition guideront mes décisions. Leur voix sera entendue et respectée, aussi forte que celle de n'importe quel alpha. Nous ne serons plus une meute divisée par la hiérarchie, mais unis par nos talents respectifs. Les jours suivants ont vu la citadelle, ma prison de pierre, commencer sa métamorphose. J'ai réquisitionné l'aile nord, celle où Viviane avait tenu sa cour venimeuse, et j'ai ordonné que ses tapisseries luxueuses et ses meubles dorés soient enlevés. À leur place, nous avons installé des tables de travail en bois brut, des étagères remplies de bocaux d'herbes séchées et des chaudrons qui bouillonnaient doucement, emplissant l'air de parfums de terre, de menthe et de lavande. Les couloirs froids et silencieux résonnaient désormais des voix des jeunes Omégas, qui apprenaient à identifier les plantes et à préparer des cataplasmes, leurs visages non plus marqués par la peur mais par la concentration et la fierté. La tour de l'intrigue était devenue la maison des guérisseurs, un sanctuaire de savoir et de lumière au cœur même de la forteresse, un symbole vivant que la véritable puissance ne résidait pas dans la domination, mais dans la capacité à soigner et à restaurer. Debout sur le grand balcon qui surplombait la vallée, Damian est venu se placer derrière moi, ses bras s'enroulant autour de ma taille. En contrebas, la vie de la meute suivait son cours, mais l'atmosphère était différente, plus légère, chargée d'un espoir nouveau. Nos enfants jouaient près de la porte-fenêtre, leur rire se mêlant au vent frais des montagnes. Nous avions consolidé notre pouvoir, non par le sang et la tyrannie, mais en restaurant un équilibre perdu depuis longtemps. Sa force protégeait notre peuple des menaces extérieures, tandis que ma sagesse le guérissait de l'intérieur. La peur avait été remplacée par une loyauté farouche, une dévotion envers un roi qui avait eu l'humilité de s'agenouiller, et une Luna qui avait eu la force de se relever. Le passé de douleur et de rejet n'était pas oublié, mais il était devenu la fondation sur laquelle nous bâtissions un avenir plus juste, un règne où chaque loup, quelle que soit sa naissance, avait sa place et sa valeur. Ce soir, alors que la lune jette un éclat d'argent sur les sommets enneigés, je me tiens sur le balcon où, autrefois, je me sentais comme une prisonnière. Le vent ne me glace plus. Il porte le parfum des herbes de mon jardin et le son lointain des rires de notre meute. La douleur de mon passé n'a pas disparu. C'est une cicatrice fine et argentée sur mon âme. Non pas une source de souffrance, mais un rappel constant de la force que l'on peut trouver dans la survie. Je ne suis plus l'Oméga oublié. Je suis la Luna, la reine, la guérisseuse. Des bras puissants m'entourent par derrière, et l'odeur familière de pain et d'ozone de Damien m'enveloppe comme une couverture. Il ne dit rien, posant simplement son menton sur mon épaule, son regard suivant le mien. Ce n'est plus le roi distant et tourmenté qui a fait irruption dans ma vie. C'est mon compagnon, mon partenaire. L'homme qui, chaque jour, me prouve par des gestes silencieux que sa plus grande force n'est pas sa couronne, mais sa capacité à aimer. Il a appris que la véritable domination ne consiste pas à commander, mais à protéger ce que l'on chérit. Et dans ce silence partagé, nous sommes simplement Élise et Damien, deux moitiés d'une même âme qui ont trouvé le chemin de la maison. Notre amour n'a pas seulement guéri nos propres blessures, il a refait le monde qui nous entoure. La citadelle, autrefois un bastion de hiérarchie rigide et de peur, est devenue un lieu d'équilibre. Les jeunes Omégas, que j'ai pris sous mon aile, ne marchent plus la tête basse.
Ils sont les gardiens de notre bien-être, leurs mains expertes apaisant les fièvres et soignant les blessures que même les guerriers les plus forts ne peuvent endurer. Je vois des alphas puissants s'incliner respectueusement devant eux, cherchant leurs conseils. Nos enfants, Léa et Léo, grandissent dans un monde où leur double héritage n'est pas une contradiction, mais une force. Ils ont la puissance indomptable de leur père et le cœur guérisseur de leur mère. Ils sont le symbole vivant de notre règne, un pont entre la force et la compassion. Notre héritage ne sera pas fait de conquêtes et de batailles, mais de meutes unies, de traditions restaurées et de la certitude que la valeur d'un loup ne se mesure pas à son rang, mais à la force de son cœur et à la loyauté de son âme. Notre histoire est désormais la vôtre. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à notre parcours, de l'ombre de ce chalet à la lumière de ce trône? Dites-le nous dans les commentaires. Pensez-vous comme moi que la justice du destin est encore plus douce lorsqu'elle prend son temps pour s'accomplir, en rendant le triomphe final inoubliable? Si vous croyez au pouvoir des âmes sœurs destinées à se trouver envers et contre tout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires de compagnons prédestinés. Merci de nous avoir écoutés.